Moi, j'ai l'impression dans les piliers de la mer, quand même, vous décrivez une entreprise spirituelle et en même temps un peu saugrenue. Moi, je trouve que c'est parfait pour définir un peu le panache, non? Parce qu'on est vraiment dans la beauté du geste. Est-ce que c'était l'envie? Vous pensiez à ce mot-là des fois? Est-ce que vous trouvez que c'est le bon mot pour essayer de donner un peu le qualificatif de cette grande entreprise? Bah, le mot de panache c'est une vertu, le panache. Alors je me garderais bien de me l'affubler à moi-même, ce qui serait assez vaniteux, mais en revanche, oui, il y avait un caractère spirituel dans cette ascension, parce que l'escalade et le danger est une manière d'offrir tout son amour à la beauté des choses. Et puis il y avait dans la volonté de grimper en haut de ces piliers de la mer, l'envie de vivre le petit saisissement de liberté qui vous traverse le cœur et l'esprit quand vous arrivez sur un espace de grande beauté, de grande immensité qui n'a pas encore été foulé par l'homme. Exactement. Et j'ai noté aussi que justement ce pilier d'érosion, ces piliers d'érosion de recul de côte que vous gravissez, c'est pour aller trouver l'endroit du monde où se croise l'éternité des patries de l'enfance. Vous l'avez dit un peu sur scène aussi, et bien sûr le refus des encerclements modernes. Est-ce que toute cette entreprise aussi, c'est une manière d'aller solliciter et aussi satisfaire l'adolescent que vous avez en vous, qu'on a tous en nous? Oui, en tout cas, dans le voyage, il y a une volonté d'échapper, de s'enfuir, de retrouver l'immense liberté, la magie de ce que nous avons vécu lorsque on est enfant, ce qu'on vit quand on est enfant, qui est ce sentiment que tout le monde entier est animé de présence. Là, par exemple, nous sommes sous un chêne à Grignan dans le château. Eh bien, ce chêne abrite des êtres vivants que nous ne voyons plus, mais que les enfants parfois voient. Et ils savent où sont les choses justes, les enfants. Quand ils voient un arbre, ils ont envie de grimper dedans pour y habiter. Et il me semble que là, c'est la preuve qu'il résonne bien. Et c'est vrai qu'en plus, vous soulignez cette ambivalence, parce qu'on sent bien que globalement, l'homme, quand il est en conquête, il y a quelque chose d'un petit peu de vulgarité presque, de se dire, oh, finalement, comme vous dites, planter le drapeau de la liberté quelque part, bah, disparaît aussitôt. Comment vous avez vécu ça, vous, justement, quand vous êtes en haut d'un stack, ou peut-être parfois, c'est arrivé, personne n'avait encore mis les pieds? Oui, c'est arrivé sur les 106 piliers de la mer que nous avons grimpés avec mon camarade du lac. Presque une cinquantaine n'avaient pas encore été visités par l'homme, par le pied. La main de l'homme n'avait jamais mis le pied, comme dirait Hergé, dans On a marché sur la Lune. Eh bien, nous étions évidemment dans une sorte de saisissement, de tressaillement, parce que c'est toujours impressionnant d'arriver dans un endroit où on a l'impression d'être le premier. C'est un royaume inconquis, même si parfois il est grand comme une table de chevet. Mais jamais nous n'avons eu l'envie d'y imposer notre marque. Même pas d'y planter un piton. Nous descendions avec des techniques de corde qui nous permettaient de rappeler la corde sans rien laisser au sommet. Nous n'étions pas du tout dans l'idée de marquer notre passage, mais simplement d'en goûter les fruits. Exactement. Et votre émotion, du coup, parce que j'ai entendu justement que ce mot de ressenti est très actuel, mais votre émotion en haut de ces stacks, vous avez ri, vous avez été saisi par le calme, comment vous étiez là-haut? Quand vous arrivez au sommet d'un pied de la mer, vous avez l'impression d'être à la croisée des transepts, sur le sommet d'une voûte ogivale, entre la mer, la terre, le ciel, l'horizon, le large, l'aventure, la grève, les vagues. Tout vous saisit à la gorge, tout le monde entier vous saute au visage sans aucune distinction. C'est un endroit très étrange qui n'appartient pas encore au large, qui n'appartient plus à la côte, qui est entre le ciel et la mer, qui est comme une nacelle qui flotte entre plusieurs éléments. Et puis vous vous dressez debout, vous êtes dans le vide, un peu étourdi par l'effort que vous venez de faire, et tout à coup, votre esprit se figure que vous êtes sur l'axe de rotation du monde et que vous êtes en train de tourner avec la planète. C'est vraiment un sentiment cosmique que Romain Rolland appelait le sentiment océanique. L'impression que votre conscience se dilate et vient épouser absolument la beauté et l'immensité du monde. Là, vous nous avez expliqué que vous continuez encore à gravir ces stacks. Deux de plus à la pointe de Crozon. En plus, je suis breton, donc ça me parle complètement. Vous sentez que ça y est, on peut parler de drogue ou pas? De besoin? Oui, oui, bien sûr, je me suis inoculé la drogue. D'ailleurs, on appelle les stacks des aiguilles de la mer. Donc, oui, absolument. Je me suis perfusé en intraveineuse le goût de me sentir dans un endroit à la fois impossible d'accès, très impraticable, où je ne dois pas rester et où pourtant j'ai reçu les plus grandes confirmations de l'immense pouvoir et puissance des éléments.
Et dans ce livre, justement, on ressent toute cette beauté du moment, de la nature, de ces moments de solitude. Vous avez aussi une phrase, justement, par rapport à l'évolution du monde. On a beaucoup parlé de technologie aussi là, pendant la rencontre. Je vois cette phrase. Pourquoi des magnats veulent-ils quitter la décharge vers des planètes du système solaire? On sent que vous êtes radical là-dessus. On vous sent vraiment presque énervé ou pas? Non, énervé sûrement pas, mais consterné par ces espèces de grandes puissances, qu'elles soient chinoises, américaines, communistes ou capitalistes, ne distinguons pas vraiment. Ce sont les faces absolument d'une même masque, entièrement dévolue à la réussite technique de l'homme. Et ils rêvent de la conquête spatiale, alors que le moindre buisson de buis et de chênes kermès nous réserve des univers encore méconnus, souvent insoupçonnés et la plupart du temps négligés. Moi, je m'intéresse d'abord à ce qui est Iketnunk, ici et maintenant sous mes pieds, avant d'aller rêver d'installations artificielles sur des satellites cosmiques. Je trouve vulgaire, à vrai dire, cette idée de tourner le dos au mystère immense terrestre pour aller essayer de continuer à vivre son petit destin misérable dans les galaxies. Et puis de surcroît, qu'est-ce qui ressort de toute cette ardeur, par exemple d'Elon Musk pour aller dans les galaxies? Qu'est-ce qu'il en ressort sinon une grande extase technologique et un discours très puissant, armé de science et de finance? Qu'est-ce qu'il en ressort humainement? Voulez-vous me dire qu'il y ait le moindre accent de poésie, d'intelligence, de lumière ou d'art dans ce que ce monsieur est capable de produire? Malheureusement, le malheur de l'homme n'est pas d'être gouverné par des puissants ou même par des autocrates. Le malheur de l'homme est d'être gouverné par des illettrés analphabètes. Et d'ailleurs, si vous pouviez échanger avec lui, est-ce que vous pensez que vous allez vous positionner en tant qu'avocat, essayer de le convaincre, essayer de lui ouvrir les yeux, ou c'est trop tard? Non, mais moi, je ne parle pas l'anglais. Et puis surtout, je ne l'intéresse pas. Je ne suis qu'un asticot et je n'ai vraiment rien à lui dire. Non, franchement, j'ai encore trop de forêts dans lesquelles je n'ai pas bivouaqué pour accepter de perdre du temps à un interview avec une personne que je ne convaincrai pas et qui ne me convaincra pas non plus. Exactement, c'est pour ça que la résistance à travers justement les stacks, c'est une notion forte dans le livre aussi. Oui, moi je n'ai pas les moyens de penser que résister c'est combattre. Mais en revanche, j'ai toute l'imagination de faire en sorte que résister pour moi, c'est s'en aller. Et bien c'est le cas. Merci beaucoup.